Une mère et sa jeune fille sont partis camper seuls dans le désert et n'en sont jamais revenus, disparaissant pendant plus de 11 ans. Mais un jour, son fils a retrouvé leur camion vide au fin fond du désert, une découverte qui allait tout changer et révéler la vérité bouleversante sur ce qui leur était réellement arrivé. Le soleil du Texas tapait impitoyablement sur le dos d'Eli Amersé tandis qu'il traversait péniblement le paysage aride et craquelé du désert du comté de Presidio. La sueur ruisselait sur son dos, son chapeau offrant une protection insuffisante contre la chaleur implacable. Le détecteur de métaux qu'il tenait dans les mains lui semblait plus lourd à chaque pas, mais il refusait de s'arrêter. Derrière lui, Trent Wilson le suivait, consultant sa boussole de temps en temps et s'essuyant le front. « Tu es sûr qu'on ne tourne pas en rond, Eli ?» lança Trent, la voix emportée par le vent chaud du désert. « On est là depuis des heures. » Eli marqua une pause et se retourna pour regarder son ami. « Merci d'être venu avec moi, mec. Je sais que tu préférerais être n'importe où ailleurs. » Trent haussa les épaules et ajusta les bretelles de son sac à dos. « Et, un marché est un marché. Tu vas à un rendez-vous avec Jenny, je te prête ma Jeep et mon matériel même si je pense que c'est ma sœur qui en profite. » Un léger sourire éclaira le visage d'Eli, mais il s'effaça rapidement tandis qu'il contemplait l'immensité de la région de Big Bend qui s'étendait devant eux. Les monts Chinati se dressent au loin, sentinelles silencieuses surveillant notre progression. C'était il y a exactement 11 ans aujourd'hui, dit Eli doucement, balayant le détecteur de métaux d'un mouvement de va-et-vient régulier. Maman emmenait Céline camper, et moi, je restais chez nos grands-parents parce que je trouvais le camping ennuyeux. Il rit amèrement. À 15 ans, j'étais trop cool pour le désert. Trent hocha la tête, il avait entendu cette histoire maintes fois mais laissa Eli parler. Parfois, Trent pensait que son ami avait besoin de prononcer les mots à voix haute pour entretenir les souvenirs. Maman n'arrêtait pas de raconter que son père l'emmenait camper ici quand elle était petite, continua Eli, le regard scrutant l'horizon. Elle disait que ça avait façonné qui elle était, que ça faisait partie de notre héritage texan. Elle voulait que Céline en fasse l'expérience aussi, pas seulement grandir avec des écrans sur le visage, comme elle disait. Le vent se leva, envoyant un nuage de poussière tourbillonner autour d'eux. Trent ramena son bandana sur son nez. Une nuit, dit Eli, c'était censé être une nuit de camping, et ils devaient revenir le lendemain. Mais ils ne sont jamais rentrés. 11 ans, murmura Trent. Et c'est comme s'il s'était volatilisé. Trent se souvenait des recherches massives qui avaient suivi, des centaines de bénévoles ratissant le désert, l'intervention de la police pendant des mois. Chaque élément de preuve potentielle aux bouteilles d'eau, vêtements, même le lapin en peluche de Céline avait donné un espoir passager, mais n'avait mené nulle part. La police avait abandonné au bout de 4 ans. La voix d'Eli se durcit. On m'a dit qu'elle était probablement partie comme ça, qu'elle avait emmené Céline et commencé une nouvelle vie quelque part. Mais je connaissais ma mère mieux que ça. Elle ne partirait pas comme ça. Pas sans lui dire au revoir. Trent hocha la tête, se rappelant le poids de la disparition de son ami. Après le décès du grand-père d'Eli, 2 ans plus tôt, les recherches étaient devenues encore plus importantes. Le vieil homme avait été implacable, utilisant sa connaissance du désert texan pour guider les efforts. Désormais, Eli portait seul ce fardeau. « Je pense qu'on devrait essayer un nouvel endroit, » dit Eli soudain, s'arrêtant et pointant vers l'ouest. « J'ai parcouru les zones habituelles des centaines de fois. Et s'ils allaient plus loin ?» Trent fronça les sourcils et attrapa sa bouteille d'eau. « Les gardes nous avaient prévenus de ne pas aller trop loin à l'ouest des monts Chinati, tu te souviens? Pas de réseau, terrain instable. C'est dangereux là-bas. » Pas si loin, lui assura Eli. Juste après l'endroit où la police a fouillé. S'il te plaît, Trent. Trent soupira, but une longue gorgée avant de reboucher sa bouteille. D'accord, mais tu ferais mieux de ne pas annuler ce rendez-vous avec Jenny. Elle me demande de tes nouvelles depuis des mois. Eli hocha la tête, l'esprit déjà ailleurs. Alors qu'ils reprenaient leur marche, le terrain devenait plus accidenté, avec ses rochers instables et ses pentes raides. Arrivé au dernier point où ils avaient encore du réseau, Trent marqua une pause pour envoyer un signal à sa sœur.
Assurance, expliqua-t-il avec un sourire. Si on ne revient pas, au moins quelqu'un saura où chercher. Ils continuèrent leur route, le paysage de plus en plus accidenté et inconnu. Au bout d'une heure, Tran s'arrêta, le souffle court. Ellie, il faut faire demi-tour. On commence à manquer d'eau. Il n'y a plus de réseau, et je jure que je viens de voir un serpent à sonnette. C'est exactement pour ça que les gardes nous ont prévenus. Encore un peu plus loin, supplia Ellie en désignant une crête devant. Laisse-moi aller voir cette montée, et ensuite on pourra rentrer. À contre-cœur, Tran accepta. D'accord, mais je t'attends ici. Va au bord de la falaise et jette un œil. Ellie hocha la tête avec reconnaissance et continua seule. La chaleur était désormais insupportable, le soleil pointant droit au zénith. Alors qu'il approchait du bord d'un ravin aux parois abruptes, plissant les yeux pour se protéger de la lumière, quelque chose attira son regard, un éclat métallique au fond du canyon. Le cœur battant, Ellie s'approcha prudemment du bord. Là, partiellement caché par des années de poussière et de broussailles, se trouvait un camion. Pas n'importe quel camion, mais un véhicule renversé portant un autocollant familier sur le flanc, bleu, orange et vert, représentant des pics montagneux. « Tran » cria-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Viens ici. » Tran se précipita à ses côtés, l'inquiétude se transformant en confusion tandis qu'Ellie pointait frénétiquement le ravin en contrebas. « C'est le camion de ma mère, » murmura Ellie, les mains tremblantes. « C'est son autocollant de montagne. Je le reconnaîtrai entre mille. » Tran plissa les yeux, puis sortit rapidement son téléphone pour prendre des photos. « Tu as raison. C'est bien un camion, là-bas. » Ellie cherchait déjà un moyen de descendre. « Il faut qu'on se rapproche. Il y a peut-être quelque chose. » « Non, » dit Tran fermement en lui saisissant le bras. « Absolument pas. Les murs sont trop raides et nous n'avons pas le matériel adéquat. Il faut retourner signaler ça à la police. » « Mais pas de « mais », Ellie. C'est ce que tu cherchais, ne risque pas ta vie maintenant qu'on est si près. Laisse les professionnels s'en occuper. Ellie fixa le camion en contrebas avec envie, puis hocha la tête à contre-cœur. Tran nota leur position exacte sur sa carte hors ligne, et ils entamèrent le chemin du retour, le cœur d'Ellie battant la chamade, mêlé d'effroi et d'espoir. Le trajet de retour vers la civilisation lui parut interminable. La Jeep de Tran soulevait des nuages de poussière tandis qu'il filait à toute allure sur les routes accidentées du désert. Dès qu'ils eurent du réseau, le téléphone d'Ellie s'illumina de notifications, mais il les ignora toutes, composant un numéro qu'il connaissait par cœur. L'inspecteur Sawyer répondit d'une voix bourrue à la troisième sonnerie. « Inspecteur ? » « C'est Elia Mercé, » dit Ellie, les mots s'échappant. « On a retrouvé le camion de ma mère. Il est dans un ravin à l'ouest des monts Chinati. » Il y eut un moment de silence. « Ellie, es-tu sûr que c'est son véhicule ? » « Positif. Il y a un autocollant représentant sa montagne sur le côté. J'ai des photos. » Il jeta un coup d'œil à Tran, qui hocha la tête et brandit son téléphone. « On peut te les envoyer tout de suite. »« Faites passer, » dit l'inspecteur Sawyer, le ton plus vif, marqué par un intérêt professionnel. « Où l'avez-vous trouvé exactement ? » « Je t'enverrai les coordonnées par SMS, » répondit Ellie tandis que Tran se concentrait sur la conduite. « Quand peux-tu sortir ? » « Retrouve-moi au bureau du shérif du comté à Alpine, » ordonna Sawyer. « On en parlera là-bas. » Après avoir raccroché, Ellie se tourna vers Tran. « On le retrouve à Alpine. » Tran tapota affectueusement le tableau de bord de sa Jeep. « Heureusement que mon bébé nous a ramenés sains et saufs. J'avais peur que ces routes désertiques soient trop difficiles. » Arrivé au parking du bureau du shérif, Tran sauta presque hors de son véhicule pour l'inspecter, caressant tendrement la carrosserie poussiéreuse. « Pas une égratignure, » dit-il en déposant un baiser théâtral sur le capot. « Tout est parfait. » Ellie leva les yeux au ciel mais ne put réprimer un sourire.
Walter Harmon ajusta son rétroviseur d'un mouvement de poignet expert tandis que le bus scolaire sillonnait les rues de la banlieue de Willow Glen, dans l'Illinois, dans un grondement de tonnerre. À 62 ans, ce mécanicien à la retraite avait trouvé une seconde carrière inattendue, chauffeur de bus scolaire, un métier qui lui donnait un sens et une structure à ses journées après 35 ans passés à réparer des moteurs et des transmissions. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les vitres, projetant de longues ombres sur les sièges bleu-gris. Walter jeta un coup d'œil à sa montre aux 15h45 pile à l'heure pour les déposes de l'après-midi. La plupart des élèves de Willow Glen Intermediate discutaient avec animation de leurs projets du week-end, des examens à venir ou des derniers drames sur les réseaux sociaux. La cacophonie habituelle de la vie adolescente emplissait le bus. Mais en regardant à nouveau dans le rétroviseur, Walter aperçut une jeune fille assise seule, à l'avant. Elle était assise 3 sièges plus loin, juste au-dessus de la bouche d'aération. Son visage, partiellement caché par des mèches de cheveux bruns, était strié de larmes. Ses épaules étaient voûtées, malgré ses efforts pour le cacher, Walter voyait sa main se lever de temps en temps pour s'essuyer les yeux. C'était le 3e jour consécutif qu'il la remarquait pleurer, toujours de la même manière, silencieuse et réservée lorsque le bus était plein, puis baissant progressivement la garde lorsque les élèves quittaient leurs arrêts. Walter fronça les sourcils, l'inquiétude creusant des rides plus profondes sur son visage buriné. Il avait parcouru ce trajet assez longtemps pour reconnaître les signes d'une enfant perturbée. En regardant son bloc-notes, où il conservait la liste des élèves, il confirma ce qu'il savait déjà, elle s'appelait Rory Carson, en classe de 3e B. Elle n'était inscrite à Willow Glen que depuis 2 semaines. La première semaine, Walter n'avait pas beaucoup apprécié son attitude réservée, les nouveaux élèves restaient souvent à l'écart jusqu'à ce qu'ils trouvent leur marque. Mais cette 2e semaine avait révélé une tendance inquiétante, et aujourd'hui, la situation semblait particulièrement difficile. 5e rue, on arrive, lança Walter en ralentissant pour s'arrêter. 2 garçons attrapèrent leur sac à dos et se dirigèrent vers l'avant. Remerciant Walter, ils descendirent du bus et se dirigèrent vers leur maison. Il ferma la porte et poursuivit son chemin. À chaque arrêt, le bus se vidait, et Walter continuait à jeter des coups d'œil furtifs à Rory à travers son rétroviseur. Il ne restait plus que 5 élèves, et l'arrêt de Rory était le dernier de son trajet. À mesure que le bus se vidait, ses larmes silencieuses se faisaient plus visibles. À un moment donné, Walter remarqua quelque chose d'étrange. Alors qu'il abordait un virage, Rory se pencha soudain en avant, sa main disparaissant sous le siège. Walter ne voyait pas clairement ce qu'elle faisait, il devait garder les yeux sur la route. Mais il semblait qu'elle examinait la grille d'aération sous le siège. Un bruit métallique résonna dans le bus désormais silencieux. « Tout va bien là-bas » s'écria Walter, inquiet. Rory releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de surprise. « Oui » dit-elle rapidement, d'une voix à peine audible. « Désolé, j'ai fait tomber mon mouchoir. » Walter hocha la tête et reporta son attention sur la route, mais quelque chose clochait. Il prit une longue inspiration, songeur. La veille, il avait tenté d'engager la conversation avec la jeune fille pour lui demander des nouvelles de ses cours et comment elle s'installait, mais elle n'avait répondu qu'un mot avant de se taire. Après avoir déposé les élèves restants, Walter s'approcha enfin de l'arrêt de Rory, une modeste maison à 2 étages aux murs bleus délavés, au bout de Maple Drive. En arrêtant le bus, Walter prit une décision, il ne pouvait pas ignorer ce qu'il voyait jour après jour. « Dernier arrêt » annonça-t-il en ouvrant la porte. Rory ramassa son sac à dos rose et se leva, les mouvements lents. En passant devant Walter, il remarqua ses yeux rouges et les cernes qui les entouraient. « Passe une bonne soirée, Rory » dit-il avec un doux sourire. Elle hocha la tête sans établir de contact visuel et descendit du bus, visiblement surprise, lorsque Walter la suivit sur le trottoir. « Pourquoi me suivez-vous » demanda-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. Walter leva les mains en signe d'apaisement. « Je ne peux m'empêcher de remarquer que tu es énervé dans le bus ces derniers temps. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je voulais juste vérifier auprès de tes parents que tout va bien. » La peur traversa le visage de Rory, même si elle tenta rapidement de la masquer. «
Pas besoin de ça, insista-t-elle d'une voix légèrement plus forte. Ce n'est rien. C'est juste que l'école a été difficile, et mes amis de mon ancienne école me manquent. Walter observa son visage avec incertitude, ses décennies d'expérience lui suggéraient qu'il y avait plus derrière cette histoire, mais il ne voulait pas trop insister et l'effrayer. Je comprends, dit-il. Mais parfois, ça aide d'eux. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, le coupant net. Un homme sortit sur le porche, l'air impassible. Rory, cria-t-il d'une voix sèche, entre. Rory lança un regard suppliant à Walter avant de se précipiter vers la maison, ses pas précipités le long de l'allée en béton. L'attention de l'homme se tourna vers Walter. Y a-t-il un problème, demanda-t-il d'un ton neutre mais quelque peu accueillant. Walter hésita, puis s'approcha et s'arrêta à une distance respectueuse. Pas de problème, monsieur, dit-il. Je suis Walter Harmon, le chauffeur de bus de Rory. Je voulais juste prendre de ses nouvelles, car j'ai remarqué qu'elle semblait contrariée sur le chemin du retour ces derniers temps. L'expression de l'homme ne changea pas, je suis Greg Whitmore, le beau-père de Rory. Sa mère n'est pas à la maison en ce moment. Walter hocha la tête. Je voulais juste te dire qu'elle a pleuré dans le bus. J'avais peur qu'elle ait un problème. Le visage de Greg s'adoucit légèrement, sans toutefois atteindre ses yeux. Sa grand-mère est décédée récemment, expliqua-t-il. Ça a été dur pour nous tous, mais surtout pour Rory. Ils étaient proches. Elle s'en remettra. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, dit Walter, un peu soulagé. Veuillez accepter mes condoléances. Merci, dit Greg en se détournant déjà. Bonne journée. Avant que Walter ait pu finir de leur souhaiter une bonne soirée, la porte se referma avec un clic décisif. En retournant à son bus, Walter ne parvenait pas à se débarrasser d'un malaise tenace. L'explication du beau-père était logique, mais quelque chose dans son attitude semblait étrange. Il n'y avait aucune trace de chagrin dans sa voix lorsqu'il avait évoqué la mort de la grand-mère, et il avait semblé terriblement prompt à écarter Walter. J'y réfléchis peut-être trop, murmura Walter en remontant au volant. Il est peut-être simplement occupé ou réservé. Pourtant, alors qu'il démarrait le moteur et s'éloignait du trottoir, l'image du regard suppliant de Rory lui restait gravée dans la mémoire. Walter ramena le bus à la gare, parcourant les rues familières en pilotage automatique, l'esprit toujours préoccupé par Rory. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le quartier. Arrivé au dépôt de bus scolaire, il se gara à sa place désignée et commença sa routine de fin de journée. Il parcourut le bus d'un bout à l'autre, vérifiant chaque siège pour déceler les objets oubliés et ramassant l'inévitable assortiment de détritus, devoirs froissés, sacs de chips vides et bouteilles d'eau à moitié vides. Il déposa chaque objet dans le sac poubelle qu'il avait toujours à portée de main, progressant méthodiquement de l'arrière vers l'avant du bus. Arrivé au siège avant, Walter marqua une pause. C'était là que Rory était assise, juste au-dessus de la bouche d'aération. Il se souvint du bruit métallique qu'il avait entendu et de son explication hâtive concernant le mouchoir qu'elle avait laissé tomber. En regardant le siège, il réalisa qu'il ne l'avait pas vue avec un mouchoir en sortant du bus. Peut-être l'avait-elle mis dans sa poche, mais l'instinct de Walter lui dicta d'enquêter davantage. Il s'accroupit, les genoux douloureux. Le sol autour du siège semblait propre, pas de mouchoir ni de débris visibles. Walter porta son attention sur la grille d'aération. Elle était solidement fixée au sol, mais en l'examinant de plus près, il remarqua un petit espace entre la grille et la base du siège. « Voyons voir ce que nous avons là », murmura-t-il en plongeant ses doigts dans l'espace étroit. Ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse et d'inconnu. Avec un certain effort, Walter parvint à extraire un petit paquet en plastique. Lorsqu'il le sortit à la lumière, il en eut le souffle coupé. C'était une plaquette de pilules roses, partiellement utilisée. Walter le retourna dans sa main, étudiant le médicament inconnu. Le nom de la marque était imprimé au dos, ainsi que la posologie. Mais qu'est-ce que... Walter sortit son téléphone et chercha rapidement le nom du médicament en ligne.
Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les résultats, il s'agissait de pilules contraceptives. Walter était assis lourdement sur le siège conducteur, les yeux fixés sur le paquet qu'il tenait à la main. Une jeune fille de 14 ou 15 ans cachait des pilules contraceptives sous son siège dans le bus scolaire. Combiné à ses pleurs et à son comportement renfermé, cela dressait un tableau inquiétant. Walter prit plusieurs photos des pilules avec son téléphone, notant soigneusement ce qu'il avait trouvé et où. Puis il les glissa dans son sac banane, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il ne pouvait pas ignorer cela. Les doigts légèrement tremblants, Walter trouva les coordonnées du directeur dans son téléphone et joignit les photos à un message. « J'ai trouvé ces photos cachées sous un siège de mon bus aujourd'hui. Elles appartiennent à un élève. Veuillez m'indiquer la marche à suivre. » Après avoir envoyé le message, Walter attendit un moment, mais aucune réponse ne vint immédiatement. De plus en plus anxieux, il décida d'appeler directement le directeur. Après 3 sonneries, une voix laconique répondit. « Ici le directeur Daniels. »« Bonjour, monsieur. » Ici Walter Harmon, chauffeur de bus de la ligne 14. Le soupir du directeur était audible au téléphone. « Monsieur Harmon, je suis actuellement en réunion avec le conseil d'administration. Est-ce urgent ? » « Je crois que oui, monsieur. Je viens de vous envoyer quelques photos, je n'ai pas encore eu le temps de consulter mes messages. » Le proviseur Daniels intervint, la voix tendue par l'impatience. « C'est vraiment important que ça ne puisse pas attendre après ma réunion ? » Walter hésita, ne sachant pas quoi dire au téléphone. « J'ai trouvé quelque chose d'inquiétant dans le bus qui appartient à l'un de vos élèves. Je pense que vous devriez y jeter un coup d'œil au plus vite. »« Je regarderai ce que vous m'avez envoyé après ma réunion, » répondit le proviseur, indiquant clairement que la conversation était terminée. L'appel s'interrompit brusquement, laissant Walter les yeux rivés sur son téléphone, frustré. Il s'attendait à plus d'empressement de la part du proviseur, surtout compte tenu de la nature de sa découverte. « Je suppose que je vais devoir m'en occuper moi-même pour l'instant, » marmonna Walter en rangeant son téléphone et en rassemblant ses affaires. Walter rendit la clé du bus au bureau de la gare, pointa et se dirigea vers le parking où sa vieille Buick l'attendait. La voiture avait connu des jours meilleurs, sa peinture bleue s'était décolorée et le moteur ronronnait constamment, mais elle lui avait servi pendant 15 ans et fonctionnait encore assez bien. En quittant la gare, Walter était pris d'une vague d'indécision. Il savait que son chemin pour rentrer le conduirait juste devant la maison de Rory. Une partie de lui se sentait obligée de s'y arrêter à nouveau, pour montrer à son beau-père ce qu'il avait trouvé et s'assurer que la fillette était en sécurité. Mais le souvenir de l'attitude dédaigneuse de Greg Whitmore le fit réfléchir. Peut-être qu'il ne le sait même pas, pensa Walter à voix haute en conduisant. Peut-être que la fille les prend en cachette. Il passa la sortie vers Maple Drive, où se trouvait la maison de Rory, puis ralentit, la conscience le harcelant. Après un instant d'hésitation, il fit demi-tour à l'intersection suivante et repartit. S'arrêtant devant la modeste maison bleue, Walter prit une grande inspiration pour se calmer. Il n'avait pas hâte de revoir Greg Whitmore, mais son inquiétude pour Rory l'emportait sur son inconfort. Il s'approcha de la porte et frappa fermement. Aucune réponse ne vint. Il attendit un moment avant de frapper à nouveau, un peu plus fort cette fois. Toujours rien. Walter jeta un coup d'œil par la fenêtre. La maison était plongée dans l'obscurité, aucun signe de mouvement ni de vie. Apparemment, personne n'était à la maison, alors qu'il avait déposé Rory depuis moins d'1 heure. De retour à sa voiture, Walter sortit la liste des contacts d'urgence qu'il tenait pour tous les élèves de son itinéraire. Il retrouva les coordonnées de Rory et le numéro de téléphone indiqué sous le nom de Greg Whitmore. Il composa le numéro, mais après plusieurs sonneries, il tomba sur la messagerie vocale. « Étrange », murmura Walter en raccrochant sans laisser de message. « Où ont-ils pu aller si vite ?» Avec un soupir, il redémarra sa voiture et reprit son chemin. Il avait fait ce qu'il pouvait pour l'instant. Peut-être que le directeur le rappellerait bientôt, ou qu'il pourrait essayer de recontacter la famille de Rory plus tard.
Walter n'avait parcouru que quelques kilomètres lorsqu'il aperçut une silhouette familière sortant de la pharmacie de Cedar Street. C'était Rory, marchant seule. Elle paraissait désespérée, un bras enroulé autour de son ventre comme si elle souffrait. Sans réfléchir à deux fois, Walter s'arrêta sur le bord du trottoir et sortit de sa voiture. Rory, appela-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. La jeune fille leva les yeux, surprise et lassitude se lisant sur son visage en le reconnaissant. Elle s'arrêta de marcher, mais garda ses distances. « Ça va ?» demanda Walter, remarquant son teint pâle. « On dirait que tu souffres. »« Je vais bien » dit-elle d'un ton neutre, même si sa posture suggérait le contraire. Walter jeta un coup d'œil autour de lui. « Où est ton beau-père ? Il t'a déposé ici ? » « Ce ne sont pas tes affaires, » répondit Rory d'une voix plus dure. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Walter leva les mains d'un geste non menaçant. « Je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. Je conduis des bus scolaires depuis des années, et je sais quand un élève traverse une période difficile. » Rory se tortilla, mal à l'aise, serrant son ventre plus fort. « J'ai dit que j'allais bien. Laissez-moi tranquille. » Avant que Walter ne puisse répondre, un couple d'âge moyen qui passait ralentit son pas, le regardant alternativement, lui et Rory, avec inquiétude. « Tout va bien ici ?» demanda l'homme, adressant la question à Rory. La fille hésita, puis dit d'une voix calme, « Il me fait peur. » Le couple s'est immédiatement interposé entre Walter et Rory, leur posture étant protectrice. « Monsieur, je pense que vous devriez partir, » dit fermement la femme. Walter sentit son visage s'empourprer de gêne et de frustration. « Je suis son chauffeur de bus scolaire. Je voulais juste savoir si elle avait besoin d'aide. »« Elle ne veut clairement pas de votre aide, » répondit l'homme. « Passez votre chemin avant qu'on appelle la police. » Ne voyant aucun moyen de s'expliquer sans aggraver la situation, Walter retourna à contre-cœur à sa voiture. En s'éloignant du trottoir, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et vit que le couple avait déjà continué sa route, laissant Rory seul une fois de plus. Il ralentit sa voiture, regardant Rory se pencher soudainement sur une poubelle à proximité et hurler violemment. « Il y a quelque chose qui cloche » murmura Walter, de plus en plus troublé. Son premier réflexe fut d'appeler la police, mais que leur dirait-il ? Qu'une fille disait avoir peur de lui, qu'il avait trouvé des pilules contraceptives, et que maintenant elle vomissait ? Il n'avait aucune preuve concrète d'un danger immédiat, et impliquer les autorités sans parler d'abord aux parents risquait de créer des problèmes inutiles. Walter décida de surveiller Rory à distance. Il gara sa voiture de l'autre côté de la rue, mal à l'aise à l'idée de traquer une jeune fille, mais convaincu que ses intentions étaient pures. S'il voyait quelque chose de vraiment alarmant, il interviendrait. De son poste d'observation, Walter observa Rory se ressaisir et marcher d'un pas hésitant vers un petit magasin d'alcool au bout du pâté de maison. Elle disparut à l'intérieur, et Walter attendit, consultant de temps à autre son téléphone pour espérer une réponse du directeur. Au bout d'une dizaine de minutes, du mouvement dans le magasin attira l'attention de Walter. Rory émergea, mais elle n'était pas seule. Whitmore la suivit dehors, se retourna pour verrouiller la porte derrière lui et fit passer la fiche de « ouvert » à « fermé ». Walter comprit que Greg devait être propriétaire ou employé du magasin d'alcool, expliquant pourquoi il n'était pas rentré plus tôt. Ils se dirigèrent tous deux vers une berline garée à proximité. Par la vitre de sa voiture, Walter vit Greg tendre quelque chose à boire à Rory. De loin, il ne pouvait dire s'il s'agissait d'alcool ou d'un breuvage innocent, comme de l'eau ou un soda. La jeune fille le prit sans enthousiasme, le regard baissé. Le doigt de Walter planait sur le bouton d'appel d'urgence de son téléphone. Devait-il appeler la police ? Et s'il exagérait, et qu'il y avait une explication parfaitement innocente ? Mais si ce n'était pas le cas, et que Rory était réellement en danger ? Tandis qu'il se demandait ce qu'il en était, la voiture de Greg s'éloigna du trottoir. Prenant une décision en une fraction de seconde, Walter démarra. Il allait les suivre, juste pour s'assurer que Rory était en sécurité,
tout en continuant d'essayer de joindre une personne en position d'autorité qui pourrait l'aider. Tandis que Walter suivait la berline de Greg à une distance raisonnable, il se creusait la tête pour trouver d'autres moyens d'aider Rory. Le directeur n'avait pas répondu à son message, mais il y avait peut-être quelqu'un d'autre à l'école qu'il pouvait contacter. Regardant la route devant lui, Walter parcourut ses contacts jusqu'à trouver le numéro de la professeure principale de Rory, Mademoiselle Margaret. Il l'avait rencontrée au début de l'année scolaire lors de la réunion d'orientation du personnel et se souvenait d'elle comme d'une éducatrice attentionnée et bienveillante. Il mit le téléphone sur haut-parleur et le rangea dans le porte-gobelet dès que la sonnerie retentit. « Allô » répondit une voix féminine après la troisième sonnerie. « Mademoiselle Margaret, voici Walter Harmon, le chauffeur de la ligne de bus 14. »« Oui, monsieur Harmon ? Tout va bien ?» Sa voix était teintée de surprise. « Je t'appelle au sujet d'une de tes élèves, Rory Carson. » Walter parlait à voix basse. « As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ces derniers temps ?» Mademoiselle Margaret marqua une pause, son ton devenant sérieux. « En fait, oui. Elle est très calme, ne s'approche jamais des autres élèves et elle s'excuse d'aller aux toilettes plusieurs fois pendant le cours. » Walter hocha la tête, une autre pièce du puzzle. « Autre chose ? Aujourd'hui, elle semblait particulièrement malade. Je lui ai suggéré d'aller à la clinique, mais elle est allée en salle de théâtre et s'est endormie. Un des professeurs de théâtre l'a retrouvée plus tard. « Avez-vous signalé cela au directeur Daniels ?» demanda Walter alors qu'il s'engageait sur l'autoroute. « Oui, mais il a minimisé cela, le qualifiant de simple rébellion de nouvelle élève. Il a dit qu'il s'occuperait d'elle demain, après la réunion du conseil d'administration. » Pourquoi posez-vous cette question, monsieur Harmon ? Il s'est passé quelque chose dans votre bus ? Walter prit une profonde inspiration. J'ai trouvé quelque chose sous le siège de Rory aujourd'hui. Il s'arrêta et envoya à mademoiselle Margaret les mêmes photos qu'au directeur. Je t'envoie des photos maintenant. Après un léger bip, Miss Margaret prit la parole, la voix étouffée par l'inquiétude. Ce sont des pilules contraceptives. Où les as-tu trouvées exactement ? Cachées sous le siège où Rory s'assoit toujours. D'après ce que vous avez observé et ce que je viens de vous dire, je suis très inquiet. C'est grave. Les parents doivent être informés immédiatement. J'essaie de les joindre, expliqua Walter, et je suis la voiture de Greg. J'envisage d'appeler la police, mais je ne suis pas encore sûr que ce soit la bonne décision. N'appelez pas encore les forces de l'ordre, a insisté mademoiselle Margaret. Le proviseur Daniel serait furieux si nous les impliquions sans son accord. Je vais essayer de trouver les coordonnées de la mère. Walter remarqua que la voiture de Greg se dirigeait vers la périphérie de la ville. Il se dirige vers la sortie de la ville, rapporta Teil. Je vais rester avec eux et m'assurer que Rory est en sécurité. Soyez prudente, prévint mademoiselle Margaret. Tenez-moi au courant. Après avoir raccroché, Walter garda une distance de sécurité tandis que la berline de Greg poursuivait sa route. Environ 45 minutes plus tard, ils bifurquèrent vers un parc rural, un vaste espace avec des sentiers pédestres, des aires de pique-nique et un petit lac. Il était presque 16h30, et même si le parc n'était pas bondé, quelques familles profitaient du soleil de fin d'après-midi. Greg se gara près de l'entrée, où Walter trouva une place à plusieurs rangées de là où il pouvait observer sans se faire remarquer. Il regarda Greg et Rory sortir de la voiture et se diriger vers l'aire de pique-nique. Greg portait une petite glacière, Rory suivait, hésitante. Walter attendit qu'ils soient installés, puis sortit prudemment de son véhicule et les suivit à pied, les gardant à l'œil. Walter sentit la terreur lui serrer l'estomac, mais il espérait que ce n'était qu'un simple pique-nique familial. Pourquoi la fille avait-elle l'air si malheureux si c'était innocent ? Walter resta sur les sentiers, ressemblant à n'importe quel visiteur. Depuis un banc voisin, il regarda Greg ouvrir une bouteille de bière et tendre à Rory ce qui semblait être un soda. Un soulagement l'envahit, ou du moins, pas d'alcool pour un mineur. Pourtant,
Leur interaction le frappa d'un profond malaise. Rory était assise, raide, au bord de la couverture, touchant à peine son verre, le regard fixé au sol. Lorsque Greg lui massa les épaules pour plaisanter, elle se tendit et repoussa ses mains. Greg rit, mais Walter vit une pointe de colère dans son expression. « Peut-être que j'exagère, » murmura Walter. « Peut-être qu'elle pleure simplement la mort de sa grand-mère. Peut-être que les pilules sont liées à une relation d'adolescente troublante, mais pas forcément sinistre. » Il s'apprêtait à partir et à laisser le directeur s'occuper du lendemain lorsque 3 hommes, en tenue décontractée mais intense, s'approchèrent de Greg et Rory. Greg les salua comme de vieux amis, puis fit signe à Rory de se lever. Tous 5 se dirigèrent vers un simple hangar d'entretien blanc. Le malaise de Walter se décupla lorsqu'un homme sortit une clé et déverrouilla la porte. 4 hommes adultes enfermant une adolescente dans un hangar, il n'y avait aucune explication innocente. Ses mains tremblaient. Walter sortit son téléphone et composa le 911. « 911, quelle est votre urgence ?» a répondu le répartiteur. « Je dois signaler une situation suspecte impliquant une mineure, » dit Walter en s'approchant du hangar. « Je suis à Lakeside Park, près du bâtiment d'entretien, côté haie. Une adolescente a été emmenée dans un hangar fermé à clé par 4 hommes adultes. Je pense qu'elle est en danger. Un convoi plus important cette fois, avec du personnel et du matériel de recherche supplémentaire. Le camp de base avait été agrandi avec plusieurs tentes abritant du matériel de communication et des fournitures. Vous deux, vous allez attendre ici, ordonna Sawyer en leur tendant un téléphone satellite. Si nous sortons de la zone de couverture radio, utilisez-le pour contacter le centre de commandement. Tandis que les équipes de recherche se dispersaient sur le terrain accidenté, Ellie et Tran s'installèrent à l'ombre de la tente principale. 2 agents restèrent sur place pour maintenir les communications et coordonner les recherches. Ellie faisait les 100 pas, agitée, tandis que Tran ouvrait son ordinateur portable et commençait à taper. « Que fais-tu » demanda Ellie en regardant par-dessus l'épaule de son ami. « Je recherche des informations sur ce terrain d'essai militaire inactif, » répondit Tran. Il pourrait y avoir des images satellites ou de vieux articles de presse à ce sujet. Ellie cessa de faire les 100 pas, impressionnée. « Tu me crois. Je crois que tu es assez obsédé pour avoir raison parfois. » Tran dit avec un sourire narquois, « De plus, je suis curieux maintenant. » Pendant l'heure qui a suivi, ils ont parcouru Internet à la recherche d'informations, ne trouvant que de vagues références à l'existence de l'installation et rien sur son objectif ou son statut actuel. Les routes sont clairement envahies par la végétation, confirma Tran en montrant à Ellie une image satellite récente. Mais regarde, il y a peut-être un chemin alternatif. Il est faible, mais quelque chose y est passé récemment. L'un des jeunes officiers, qui écoutait avec un intérêt croissant, s'approcha de leur table. « Je peux vous emmener voir, si vous voulez. »« Vraiment ?» demanda Ellie, surpris. L'agent hocha la tête. « J'ai entendu ce que l'inspecteur Sawyer a dit ce matin quand vous avez évoqué le sujet, mais je suis d'accord avec vous. Si quelqu'un a utilisé ces vieilles installations, nous devrions le savoir. » Sawyer aurait nos têtes, a averti Tran. « On va juste faire une reconnaissance rapide, » suggéra l'officier. « Restez dans la Jeep, observez à distance. Si on voit quelque chose de suspect, on vous le signalera immédiatement. Ce serait confidentiel, a précisé Ellie. L'officier a confirmé, et je ne serai pas responsable si quelque chose arrive, mais nous aurons le téléphone satellite avec nous. Tran hésita, mais Ellie était déjà debout. Allons-y. Après avoir dit à l'officier restant qu'ils allaient inspecter la zone immédiate, tous les 3 montèrent dans la Jeep de Tran et se dirigèrent vers les coordonnées de l'ancienne installation militaire. « Au fait, je m'appelle Ryan », se présenta le jeune policier en conduisant. « Je suis l'affaire de votre famille depuis que j'ai rejoint la police. C'est assez connu par ici. » Le trajet les conduisit à travers un terrain de plus en plus reculé, suivant des pistes à peine visibles qui serpentaient entre des affleurements rocheux. Au bout d'une 40aine de minutes, Tran ralentit la Jeep. « La route d'accès principale devrait être juste devant, dit-il en consultant son GPS. »
Mais on dirait que personne n'y est passé depuis des années. Attendez, Ryan pointe à leur droite. Qu'est-ce que c'est? Un léger sentier divergeait du chemin principal, menant à un groupe de collines basses. Contrairement à la route envahie par la végétation, ce sentier présentait des traces d'utilisation récente, végétation rase et traces de pneus dans le sol sablonneux. Quelqu'un est certainement venu ici, dit Ellie, l'excitation grandissant. Tran s'engagea prudemment sur le sentier improvisé, la Jeep rebondissant sur le sol accidenté. Alors qu'ils franchissaient une petite montée, Ryan leur fit soudain signe de s'arrêter. « Coupez le moteur », murmura-t-il. Tran obtempéra, et un lourd silence s'abattit sur eux. Au loin, à peine visible à travers la brume de chaleur, se dressaient des structures érodées vestiges du centre d'essai militaire. Ryan sortit une paire de jumelles de sa ceinture et scruta les environs. Il n'y a pas grand-chose à voir. Quelques vieilles tentes, quelques conteneurs de stockage. On dirait qu'il n'y a plus personne. Il passa les jumelles à Ellie, qui observa attentivement le site abandonné. Les bâtiments étaient en mauvais état, fenêtres brisées et toits partiellement effondrés. Rien ne bougeait, à l'exception de tourbillons de poussière qui tourbillonnaient occasionnellement sur le terrain découvert. On dirait que personne n'y est allé depuis des années, admit Ellie, la déception évidente dans sa voix. Ryan hocha la tête. On devrait rentrer et signaler ça à Sawyer. Même si ce n'est rien, il devrait savoir que des gens ont emprunté ce sentier. À contre-cœur, Ellie accepta. Tran fit demi-tour et jeta un dernier regard à l'installation désolée, l'espoir qu'il avait ressenti plus tôt s'évanouissant peu à peu. De retour au camp de base, l'agitation d'Ellie ne fit que croître à mesure que l'après-midi avançait. Les équipes de recherche n'avaient signalé aucune découverte significative, et le retour de l'inspecteur Sawyer n'était pas attendu avant plusieurs heures. « Je ne peux pas rester assis là », déclara Ellie en se levant brusquement. « Je veux revoir le ravin où nous avons trouvé le camion. » « Le site de récupération ?» demanda l'un des agents. « Il y a une autre tente de base installée là pour l'équipe médico-légale. Elle est dans le périmètre de sécurité. »« On peut aller là-bas ?» demanda Ellie. L'agent hocha la tête. « Ça devrait aller. Restez simplement sur les sentiers balisés et signalez-vous à votre arrivée. » Tran soupira en sortant ses clés de sa poche. « Laisse-moi deviner. On y va. » « Nous y allons », confirma Ellie. En montant dans la Jeep, Tran fronça les sourcils en regardant la jauge d'essence. « On devrait d'abord trouver une station-service. Je ne veux pas risquer de tomber à plat ici. » Ils se rendirent à la station-service la plus proche, un poste isolé à la lisière du désert. Tran s'arrêta devant une pompe et descendit. « Je vais payer », dit-il en se dirigeant vers la petite épicerie. Ellie resta près de la Jeep, étirant ses jambes et contemplant le paysage désert, perdu dans ses pensées. Il ne remarqua pas le pick-up qui s'arrêta derrière eux ni les 4 hommes qui en sortirent. Le premier coup le prit complètement par surprise, un coup de poing à l'arrière de la tête qui le fit chanceler. Avant qu'il puisse se reprendre, une main brutale le saisit. Il riposta, assena un coup puissant à l'un de ses agresseurs, mais ils le maîtrisèrent rapidement. Par la vitrine du supermarché, il vit Tran sortir en courant, criant quelque chose qu'il n'entendit pas. Puis un autre coup le toucha à la tempe, et les ténèbres l'envahirent. Quand Ellie reprit connaissance, sa tête le lançait de douleur. Il cligna des yeux, essayant de se concentrer sur son environnement. Il se trouvait dans une pièce faiblement éclairée qui ressemblait à un bar ou un pub. La lumière du soleil filtrait à travers de petites fenêtres sales, par l'une d'elles, il pouvait apercevoir le désert s'étendre à perte de vue. Un homme avec une cicatrice sur la joue s'approcha, remarquant les yeux ouverts d'Ellie. « Et, il est réveillé !» cria-t-il par-dessus son épaule. C'est vraiment le type des infos. Un autre homme le rejoignit, examinant Ellie avec des yeux calculateurs. Le patron va adorer ça, un riche garçon qui cherche sa maman. Il rit froidement. On pourrait peut-être obtenir une belle rançon. La porte au fond de la pièce s'ouvrit et un troisième homme entra. Derrière lui, Ellie aperçut une femme blonde qui tenait la porte, mais elle disparut presque aussitôt.
Quelque chose chez elle éveilla une vague reconnaissance dans l'esprit d'Ellie, mais cette pensée s'évanouit à l'approche de l'homme manifestement le chef. « Mais qu'avez-vous fait, bande d'idiots » demanda le chef en fusillant les autres hommes du regard. « Vous étiez censé surveiller le périmètre, pas kidnapper quelqu'un. » L'homme balafré fit un geste vers Ellie. « Patron, voici le type des informations, celui qui cherche le camion disparu. » Le chef jura vivement. « Vous êtes des imbéciles. Vous l'avez amené ici. Maintenant, la police va le chercher partout. » Il se détourna, baissant la voix pour discuter avec les autres. Mais Ellie tendit l'oreille, parler aux autres. Il faut tout déplacer. Préparer quelque chose pour les déstabiliser. Le chef a frappé l'homme balafré à l'arrière de la tête. On part ce soir. Fais tes bagages. On a terminé. Ellie s'éclaircit la gorge. J'ai entendu ce que tu as dit, cria-t-il d'une voix rauque. Et j'ai vu cette femme. C'était ma sœur, Céline. La salle devint silencieuse tandis que le chef se tournait lentement pour lui faire face. Où est mon ami ? Demanda Ellie. Que as-tu fait de Tran ? Le chef s'approcha, l'air calculateur. Tu aurais dû arrêter de chercher. Tu aurais dû laisser la police classer l'affaire et reprendre ton cours. Sa voix se durcit. Cette femme n'était pas ta sœur. Ta mère et ta sœur sont mortes, enterrées quelque part dans ce désert, et bientôt tu les rejoindras. Tu l'as tuée, murmura Ellie. La fille était trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé, poursuivit le chef, apparemment indifférent à l'horreur d'Ellie. N'ayant personne pour la réclamer, nous l'avons élevée, changé son nom, lui avons appris à travailler. Elle nous aide dans nos opérations. Elle a 15 ans, dit Ellie en serrant les dents. Et très utile, répondit le chef. Elle se posait des questions quand elle était plus jeune, mais elle ne se souvient plus de sa vraie vie. C'est tout ce qu'elle sait. Il s'approcha d'Ellie. Réfléchis à mon offre. Ta sœur et ton ami sont libres. Tu dis à la police de se retirer, et tout le monde y gagne. Je te laisse le temps de réfléchir. Sur ce, il se retourna et quitta la pièce, faisant signe à ses hommes de le suivre. La porte se referma derrière eux, et Ellie entendit le clic distinct d'une serrure. Restée seule, Ellie observa les alentours, cherchant tout ce qui pourrait l'aider à s'échapper. Le bar était encombré d'objets divers, bouteilles, verres, vieilles photos et bibelots alignés sur les étagères. Son regard s'arrêta sur un objet familier, un contrôleur de drone et le drone lui-même posé sur une étagère haute derrière le bar, le drone de sa mère. Cette vision le submergea d'une vague de chagrin. Ces hommes avaient tué sa mère, volé l'enfance de sa sœur, et pensaient désormais pouvoir échapper à la justice par le simple marchandage. Alors qu'il observait plus attentivement les alentours, un autre objet attira son attention, une photographie encadrée accrochée au mur. Elle montrait le terrain d'entraînement militaire inactif sous un angle différent de celui qu'il avait vu auparavant, avec plusieurs hommes debout à côté de camions chargés de caisses. L'esprit d'Ellie s'emballa. Il ne s'agissait pas de braconniers ou de voleurs isolés, ils étaient organisés, utilisant ce site abandonné à des fins illégales. Les heures passèrent dans un silence tendu. Par la fenêtre, Ellie observait le soleil décliner à l'horizon. Les bruits de mouvement à l'extérieur s'étaient calmés, mais il entendait parfois des voix ou des pas à proximité. La porte s'ouvrit brusquement, le surprenant. La femme blonde qu'il avait aperçue plus tôt entra prudemment, refermant la porte derrière elle. Avec la lumière plus douce, Ellie pourrait. « Je suis chauffeur de bus. Je l'ai vu pleurer tous les jours dans le bus, et puis j'ai trouvé ses pilules. » L'expression du docteur Chen était grave. J'ai terminé l'examen de Rory et j'ai confirmé qu'elle est effectivement enceinte ou elle en est actuellement à sa première semaine de grossesse. Walter ferma brièvement les yeux, la confirmation de ses pires craintes le frappant comme un coup physique. Lorsqu'il les rouvrit, il vit des larmes couler silencieusement sur le visage de Rory. Un brouhaha dans le couloir interrompit ce moment. On entendit une voix de femme, affolée, réclamer des informations au personnel de l'hôpital. Quelques secondes plus tard,
la porte s'est ouverte brusquement et deux femmes se sont précipitées à l'intérieur, l'une d'une trentaine d'années et l'autre d'une vingtaine d'années de plus. « Rory !» s'écria la jeune femme en se précipitant vers le lit et en prenant la fille dans ses bras. « Oh mon Dieu, ma puce, que s'est-il passé ? La police a appelé et a dit. » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase alors qu'elle serrait sa fille fort. « Maman !» sanglota Rory en s'accrochant à sa mère. La femme la plus âgée, probablement la grand-mère de Rory, se tenait au pied du lit, son visage exprimant le choc et la fureur. « Où est-il ? demanda-t-elle, sans s'adresser à personne en particulier. « Où est ce monstre ? Je vais le tuer moi-même. » Le docteur Chen s'est avancé. « Madame Carson ? La mère de Madame Carson ? Je suis le docteur Chen. Je m'occupe de Rory depuis son arrivée. On pourrait peut-être parler de son état en privé. » La mère de Rory se recula légèrement, le visage pâle. « Quel est son état ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ? » Le docteur Chen jeta un coup d'œil à Rory, puis à sa mère. « Madame Carson, je crains que Rory ne soit enceinte. » Les mots ont atterri comme une bombe dans la petite pièce. La mère de Rory se balançait sur ses pieds, son visage se vidant du peu de couleur qui restait. La grand-mère se précipita pour la soutenir, l'aidant à s'asseoir sur une chaise où elle s'assit lourdement, ses mains tremblantes alors qu'elle se couvrait la bouche. « Non, murmura-t-elle. Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une enfant. Je suis vraiment désolé, maman, dit Rory, la voix brisée. J'ai essayé de l'arrêter, mais ce n'est pas ta faute, l'interrompit violemment sa mère en lui prenant la main. Ce n'est pas ta faute. Tu me comprends ? C'est Greg qui. Ce mot lui manqua alors qu'elle fondait en larmes, son corps tremblant de sanglots. La grand-mère se tourna vers le docteur Chen, son expression dure. Quelles sont les options ici ? Elle a 14 ans. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Le docteur Chen hocha la tête solennellement. J'allais en discuter avec vous. À l'âge de Rory, une grossesse comporte des risques pour la santé. De plus, compte tenu des circonstances, il existe des options d'interruption de grossesse, si Rory et vous le décidez. L'Illinois possède des lois sur l'avortement parmi les plus progressistes du pays, a ajouté Madame Rivera avec douceur. Si c'est la voie que vous choisissez, il n'y aura aucun obstacle juridique. Walter, se sentant comme un intrus dans ce moment familial profondément personnel, resta silencieux. Je devrais vous laisser un peu d'intimité, dit-il en se dirigeant vers la porte. Attends, cria Rory. S'il te plaît, ne pars pas encore. Sa mère se retourna, semblant remarquer Walter pour la première fois. Qui es-tu ? Voici Walter Harmon, Madame Carson, expliqua Madame Rivera. C'est le chauffeur du bus scolaire de Rory. C'est lui qui a remarqué un problème et qui a finalement alerté les autorités. La grand-mère s'approcha de Walter, les larmes aux yeux. Tu as sauvé notre fille, dit-elle en lui serrant la main avec force. Merci. Merci. Walter hocha la tête, mal à l'aise face aux éloges. J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. La mère de Rory se releva péniblement et serra Walter dans ses bras de manière inattendue. Merci, murmura-t-elle avant de s'éloigner, essuyant ses larmes. Un coup à la porte a précédé l'entrée d'un policier. Monsieur Harmon, puis-je vous parler un instant ? Walter hocha la tête et suivit l'officier dans le couloir, laissant la famille à sa discussion privée avec le médecin et l'assistante sociale. Je voulais vous tenir au courant de la situation, a déclaré l'officier une fois qu'ils furent seuls dans un coin tranquille. Greg Whitmore est en détention et inculpé de multiples infractions graves. Il ne parle pas, mais les 3 hommes que nous avons arrêtés avec lui coopèrent en échange d'une réduction des charges. Que t'ont-ils dit ? demanda Walter. D'après leur déclaration, Whitmore a des antécédents de comportement prédateur. Il ciblait spécifiquement les mères célibataires avec leurs filles. L'expression de l'officier se durcit. Il était jaloux de Rory, car elle était issue du premier mariage.
Il a profité d'elle et a voulu la briser pour que sa mère la rejette et se concentre uniquement sur lui et son futur enfant. Walter se sentit malade face à cette cruauté calculée. Pourra-t-il être libéré sous caution? L'officier secoua la tête. C'est peu probable. Au vu des preuves dont nous disposons et des témoignages des autres hommes, il risque une lourde peine de prison. Et nous enquêtons pour savoir s'il a des antécédents de comportement similaires avec d'autres victimes. Walter hocha la tête, soulagé que l'homme soit confronté à la justice. Qu'en est-il du directeur et de Madame Margaret? Je les ai contactés tous les deux plus tôt dans la journée. Ils sont tous les deux au commissariat pour déposer, a confirmé l'agent. Nous essayons de déterminer s'il y a eu négligence de la part de l'école, qui n'a pas remarqué ou traité les signes de maltraitance. Walter laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Bien. C'est bien. Nous aurons besoin de votre témoignage si l'affaire est portée devant les tribunaux, a ajouté l'officier, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Vous en avez fait plus qu'assez aujourd'hui. Walter hocha la tête, soudain conscient de l'épuisement profond qui l'envahissait. Je le ferai, promit-il. Walter sortit de la pièce où il avait fait sa déclaration à la police, l'épuisement de la journée s'installant enfin dans ses os. Alors qu'il marchait dans le couloir, il remarqua une femme assise seule dans la salle d'attente, les yeux rouges à force de pleurer, une main posée de manière protectrice sur son ventre lourdement enceinte. Elle leva les yeux lorsque Walter s'approcha, et la reconnaissance apparut sur son visage. Elle se leva avec effort et tendit la main. « Monsieur Harmon, je suis Laura Carson, la mère de Rory, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je n'ai pas eu le temps de vous remercier correctement plus tôt pour ce que vous avez fait pour ma fille. » Walter lui serra doucement la main. « Appelez-moi Walter. Et inutile de me remercier. Comment va Rory ?» Laura fit un geste vers le siège vide à côté d'elle et Walter s'assit. Elle se laissa retomber sur sa chaise avec un soupir fatigué. Le médecin a confirmé qu'elle était bel et bien enceinte, et ce, depuis sa première semaine. La voix de Laura se brisa légèrement. Ils nous ont expliqué les options. Elle se tordait les mains sur ses genoux. C'est une situation tellement impossible, ma fille porte l'enfant de mon mari, alors que je suis également enceinte de 8 mois de son enfant. Walter resta silencieux, comprenant qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour alléger un fardeau aussi inimaginable. Je ne m'en doutais pas, continua Laura, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai pensé que la laisser avec Greg pendant que je restais chez ma mère pour préparer l'arrivée du bébé était la bonne chose à faire. Notre famille a cette tradition. Elle s'interrompit en secouant la tête. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Tu ne pouvais pas le savoir, dit doucement Walter. Les hommes comme Greg sont des manipulateurs hors pair. Ils cachent leur vraie nature. Laura hocha la tête, même si elle ne semblait pas convaincue. Elle commença à se lever, une main appuyée contre l'accoudoir de la chaise. Je devrais retourner voir Rory. On a encore tant de choses à discuter sur la suite. Alors qu'elle se relevait, Ellie et Lanard le texte est coupé. La grand-mère de Rory s'approcha du couloir. Son visage était tiré, ses yeux rougis par les larmes, mais elle affichait une dignité rigide. Laura, Rory vous demande, dit-elle, puis se tourna vers Walter. Monsieur Harmon, je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Eleanor Parker, la grand-mère de Rory. Walter se leva et lui serra la main. Ravi de vous rencontrer, Madame Parker, même si j'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Soudain, Laura halta brusquement, se pliant en deux. Son visage se tordit de douleur tandis qu'elle se tenait le ventre. Laura. Eleanor se précipita vers sa fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense. Réussit à dire Laura entre ses dents serrées, que le bébé arrive. Walter a immédiatement appelé à l'aide et, en quelques instants, le personnel médical s'est mobilisé. Laura avait perdu les os et les contractions s'intensifiaient. Elle n'a que 38 semaines, dit Eleanor au médecin, la voix tremblante.
Le bébé n'était pas attendu avant 2 semaines. Le stress a probablement déclenché un accouchement prématuré, a expliqué le médecin tandis qu'ils aidaient Laura à s'installer dans un fauteuil roulant. Nous devons l'emmener immédiatement à la maternité. Alors qu'il commençait à l'éloigner, Laura tendit la main et saisit le poignet de Walter. S'il te plaît, Alta-t-elle entre 2 contractions, reste avec Rory. Ne la laisse pas seule. Walter hocha la tête. Promis. Eleanor semblait déchirée, son regard passant de sa fille qu'on emmenait en fauteuil roulant à la chambre de Rory. Rory ne devrait pas être seule en ce moment, mais Laura a aussi besoin de moi. Va avec ta fille, lui assura Walter. Je resterai avec Rory jusqu'à ton retour. Eleanor hésita un instant avant d'acquiescer. Merci. Je reviens dès que possible. Sur ce, elle se précipita vers l'équipe médicale qui transportait sa fille. Walter entra prudemment dans la chambre de Rory. La fillette était assise au bord de son lit, le visage empreint de peur et de confusion. « Est-ce que ma mère va bien ?» demanda-t-elle dès qu'elle le vit. « Ta mère est forte », la rassura Walter en s'asseyant près de son lit. « Les médecins prennent bien soin d'elle. » Rory hocha la tête, même si elle n'avait pas l'air convaincue. Inconsciemment, elle porta la main à son ventre. Grand-mère disait que je devrais le garder pour qu'on puisse dire que c'était à quelqu'un d'autre, un garçon de l'école ou quelque chose comme ça. Walter garda une expression neutre, bien que intérieurement troublé par cette suggestion. « Qu'est-ce que ta mère a dit ?» demanda-t-il. « Elle s'est mise en colère, » dit Rory d'une voix basse. « Elle ne m'a pas laissé sacrifier ma vie ni garder ce souvenir pour toujours. » Ils restèrent un moment silencieux avant que Rory ne reprenne la parole, d'une voix si basse que Walter dut se pencher pour l'entendre. « J'ai entendu grand-mère parler à une infirmière. Elle a dit que le bébé allait bientôt arriver et que ma mère n'aurait plus de temps à me consacrer et qu'elle m'aimerait moins, que l'infirmière devrait juste, tu sais. » Walter se tourna vers Rory, choisissant soigneusement ses mots. « Rory, je veux te dire quelque chose d'important. J'ai moi-même 5 enfants. Chacun est différent, chacun est spécial à sa manière, et pas une seule fois, pas un seul instant, aimer l'un d'eux n'a signifié que j'en avais moins pour les autres. » Rory leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « L'amour, ça ne marche pas comme ça ?» Walter poursuivit, « Ce n'est pas comme un gâteau où chacun reçoit une part plus petite. Quand quelqu'un de nouveau arrive, c'est plutôt. » Il chercha la métaphore juste, comme une bougie qui allume une autre bougie. La première flamme ne diminue pas, au contraire, il y a juste plus de lumière. « Tu crois vraiment ça ?» demanda Rory d'une voix faible. « Je le sais, » affirma Walter. « Ta mère t'aime, Rory. Un nouveau bébé n'y changera rien. Et quelle que soit ta décision concernant ta propre situation, cela ne changera rien non plus à son amour pour toi. » Rory resta silencieuse un long moment, réfléchissant à ses paroles. Finalement, elle leva les yeux vers lui avec un léger sourire. « Merci d'avoir trouvé ces pilules, Walter, et de nous avoir suivis aujourd'hui. J'avais tellement peur. Je ne pouvais pas détourner le regard quand j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas qui je suis, » dit simplement Walter. Assis ensemble, attendant des nouvelles de Laura et du bébé, Walter repensa aux événements qui l'avaient amené ici, une simple observation, un moment d'inquiétude, la décision d'agir plutôt que d'ignorer. De petits choix qui avaient changé le cours de la vie d'une jeune fille. Il ignorait quelle décision Rory et sa famille prendraient, ni comment le processus de guérison se déroulerait dans les jours et les semaines à venir, mais il savait qu'en choisissant d'être attentif, en refusant de détourner le regard d'un enfant en détresse, il avait fait une différence. Et finalement, c'était peut-être tout ce que nous pouvions espérer, remarquer quand quelqu'un a besoin d'aide et trouver le courage d'agir.